Parmi les points dont j'avais dit qu'on allait les aborder dans ce séminaire, il y a celui des rapports entre communauté humaine et communauté non humaine, communauté animale au premier chef, dans le partage d'un espace, la co-construction d'un territoire, la coévolution. Et pour parler de cette question, il m'a semblé que la personne peut-être la plus qualifiée en ce moment, c'est Nicolas Lescureux. Nicolas Lescureux est un chercheur au CNRS qui a travaillé et qui a une formation d'abord en éthologie avant d'acquérir une formation en ethnologie. Donc il est un étho-ethnologue ou un ethno-éthologue. Et lorsqu'il étudie des communautés humaines et animales, il étudie les deux aspects de ces communautés. Son premier terrain, je crois que tu as travaillé en Italie, hein, sur le loup d'abord, avant de faire un terrain pour lequel il est plus connu, qui est l'étude des rapports des pasteurs et des chasseurs kirghizes et de leur rapport avec le loup. Et il a pu montrer dans ce travail comment les deux communautés, au fond, s'étaient au fil du temps adaptées l'une à l'autre. Et c'est évidemment comme ce genre de travail nécessite la comparaison. Il a poursuivi cette étude en étudiant d'autres communautés humaines en rapport avec d'autres communautés de loups en Macédoine, dans les montagnes de la Macédoine, en Bulgarie, en Pologne hein, aussi, si mes souvenirs sont bons, avec le résultat finalement intéressant que d'un certain point de vue, même si les loups ont un éthogramme qui a été bien décrit par les éthologues, au fond, la manière dont ces animaux se comportent peut évidemment varier en fonction des communautés humaines auxquelles ils sont adaptés, de la même façon que les communautés humaines se sont adaptées aux communautés de loups avec lesquelles elles sont en interaction. Et donc c'est pour ça que je lui ai demandé de venir nous parler aujourd'hui de ses recherches, parce que si on aborde la question sous l'angle non plus, comme c'est le cas traditionnellement en anthropologie, hein, les intels, quelles sont les conceptions des intels sur le loup, quelles sont les mesures qu'ils prennent pour s'en défendre, etc. Mais si on dépasse ce point de vue, qui est un point de vue adaptatif simple, disons, et qu'on essaye de comprendre comment de l'autre côté les communautés animales, et d'ailleurs il ne s'agit pas uniquement du loup, parce que dans le cas par exemple des pasteurs, il y a aussi les animaux du troupeau, il y a les animaux de bas, etc. C'est donc tout un ensemble d'humains et de non-humains qui interagissent sur un territoire. Si on adopte cette perspective, les choses évidemment deviennent tout à fait différentes. Et c'est donc de cela que Nicolas Lescureux va nous parler aujourd'hui. Et le titre, donc, c'est le territoire des bêtes encombrantes, où mettre les fauves. En effet, c'est un problème brûlant, en particulier en Europe, en particulier en France. Il est moins brûlant dans certains autres pays d'Europe. Hein, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais il est en tout cas en France. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je voudrais commencer par remercier M. Philippe Descola de m'avoir invité à participer à ce séminaire. Et je me suis relativement creusé la tête sur la manière dont je pouvais faire correspondre mes recherches avec le sujet de ce séminaire sur les cosmopolitiques de la territorialité. Et donc, effectivement, j'ai eu l'idée de faire correspondre ce sujet avec une grande question par rapport aux grands prédateurs, qui est de savoir si on peut coexister avec ces animaux ou s'il est nécessaire de vivre, que les humains et ces animaux particuliers vivent à part. Alors, tout d'abord, je commencerai avec cet extrait que j'ai trouvé en cherchant les différents sens du mot cosmopolitique et qui mettait en rapport
le cosmopolitisme avec les animaux. Donc cet extrait d'Élisabeth de Fontenay signale en fait que parmi les premiers cosmopolites, notamment Théophraste, il y avait un souci d'étendre la philanthropia aux animaux, et donc d'étendre le champ d'une certaine bienveillance de l'humain par rapport aux animaux, contrairement aux stoïciens qui par la suite auraient évacué les animaux de ce champ. Et je suis donc aussi allé un petit peu à la source de cette conception, en recherchant ce qu'avait pu dire Théophraste sur les animaux. Et donc Théophraste est notamment cité dans le traité de Porphyre touchant à l'abstinence de la chair des animaux. Et effectivement, on voit qu'il étend les principes qui font un caractère commun aux humains, il étend ces principes aux animaux dans la mesure où ces animaux ont des corps similaires, des chairs, des liqueurs qui sont similaires, et également des âmes qui se ressemblent par les désirs, la colère, le raisonnement, et surtout le sentiment. Donc, pour Théophraste, il faudrait convenir que tous les animaux pensent et que la seule différence qui est entre eux et nous ne consiste que dans le genre de vie, de sorte que nous devons les regarder comme nos alliés. Seulement, Porphyre poursuit aussi dans ce détail par rapport aux animaux. Et s'il considère que les brebis, les bœufs et les autres animaux de ce genre sont d'une très grande utilité aux hommes, bien qu'il faille aussi, d'une certaine manière, réguler leur population pour éviter qu'ils causent des torts, soit notamment aux fruits de la terre produits pour la nourriture des hommes, c'est ce qui conduit donc à mettre à mort ces animaux pour Porphyre. Mais il est des animaux qui ne bénéficient pas forcément de cette bienveillance des humains, puisque Porphyre écrit « Mais quant aux lions, aux loups et autres bêtes féroces, nous les détruisons autant que nous le pouvons, parce qu'ils ne sont d'aucune utilité. » Il poursuit plus loin « Cependant, nous sommes indispensablement obligés de faire la guerre aux bêtes sauvages, et cette guerre est juste, car il y en a qui nous attaquent, tels sont les loups et les lions. » Donc on voit que même pour des auteurs qui étendent la bienveillance de l'humain aux animaux, on voit que certains animaux sont mis à part, ce sont ces bêtes féroces, ces fauves, dont je vais questionner la place dans nos sociétés. Donc tout d'abord, je vais tenter de donner une définition de ces bêtes féroces, d'essayer de comprendre qui sont ces grands carnivores, puisque c'est sur ces animaux que je vais centrer mon exposé. Alors, de manière assez évidente, les carnivores sont des animaux qui mangent de la viande. Vous avez ici la masse d'un certain nombre de grands carnivores, qui est la courbe en jaune, et puis les barres le diagramme en rouge, c'est la consommation quotidienne de viande de ces différents animaux, qui, plus ou moins, est en rapport avec la masse de ces animaux. Mais cette consommation de viande, à la rigueur, ne suffit pas forcément à définir ce qu'est un grand carnivore. Mais on voit déjà tout de même que coexister avec des animaux qui mangent quotidiennement 8 kg de viande peut s'avérer compliqué pour des sociétés humaines. Alors, la particularité des grands carnivores, des grands prédateurs, c'est que ce sont des chasseurs de grands ongulés pour une question d'énergie, puisque à partir d'une certaine masse, un carnivore ne peut pas se contenter de se nourrir de petits herbivores ou de petits animaux. Donc c'est notamment, ici cette courbe jaune représente cette limite en dessous de laquelle on va retrouver des animaux qu'on va considérer comme des petits carnivores. Mais à partir d'une certaine masse, les prédateurs sont obligés d'inclure une grande partie de grands ongulés sauvages dans leur régime alimentaire, et cela va conduire à des morphologies particulières, à des caractéristiques comportementales particulières liées au fait de chasser des grands ongulés. Et évidemment, le fait de chasser des grands ongulés aura un impact sur leur comportement vis-à-vis du bétail.
Conséquence du fait de consommer beaucoup de viande et de devoir chasser des grands ongulés, les grands carnivores ont des domaines vitaux très larges, autrement dit des territoires très grands, même si le recouvrement entre la notion de domaine vital et de territoire n'est pas forcément exact. Tout d'abord, on voit sur ce graphique, donc en noir, on a les carnivores, les points noirs sont les carnivores, les points blancs les herbivores. On voit tout d'abord que pour une même masse, le domaine vital d'un carnivore est supérieur en général au domaine vital d'un herbivore. Et évidemment, plus les carnivores sont lourds, plus leur domaine vital est grand. Ce qui va donner donc des superficies de domaine vital assez importantes. Pour indication, je vous ai mis ici la superficie de Paris, ce qui permet de se rendre compte qu'on a des animaux qui ont des domaines vitaux particulièrement grands, donc c'est par individu. Et de manière étonnante aussi, on a finalement des animaux comme le léopard ici, qui sont pourtant des grands carnivores, qui ont des domaines vitaux assez petits. Et puis j'ai évacué de cette courbe l'ours blanc, qui lui a des domaines vitaux qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés. Et donc, quelle est la conséquence de tout ceci sur le rapport des grands carnivores et des humains? Eh bien, ça va être, d'une certaine manière, une forme de compétition entre les grands carnivores et les humains. Et cette compétition, elle remonte à très loin, avant même Homo sapiens. Donc, des besoins alimentaires et des besoins territoriaux des grands carnivores qui amènent une compétition avec les humains. Et cette compétition, on en retrouve les traces à un niveau archéologique très tôt. Évidemment, cette compétition avec des animaux qui sont d'une certaine manière équipés pour tuer a conduit eh bien, à une compétition directe entre humains et grands carnivores avec des premiers humains, ici Homo ergaster, les premiers humains du genre Homo, qui se sont fait apparemment attaquer par un carnivore aujourd'hui disparu, bien entendu, qui est une forme de tigre à dents de sabre. Déjà, il y a plus d'1,8 million années, on avait cette compétition qui pouvait influencer les comportements déjà des humains et des prédateurs. Compétition d'ailleurs qui était également liée à un avantage que les humains ont pu retirer des grands prédateurs, puisqu'on suppose que les humains se sont nourris en partie, notamment quand ils ont développé un régime plus carnivore, se sont nourris en partie de cadavres laissés par ces grands prédateurs. Mais même si l'aspect précédent a pu exister, globalement, il apparaîtrait que cette compétition entre les humains et les grands prédateurs a très vite tourné à l'avantage de l'humain. Donc c'est notamment les travaux de Werder-Lin qu'il avait publiés dans le Scientific American sous le titre King of Beasts. Et il montre en fait qu'il y a une corrélation entre le développement des premiers humains, notamment le développement, l'émergence d'Homo erectus. Et cet Homo erectus a commencé à avoir une consommation assez significative de viande. Eh bien, il y a une corrélation entre cette consommation significative de viande et un déclin des grands prédateurs, que ce soit au niveau de la richesse des espèces, donc du nombre d'espèces, mais également au niveau de la richesse fonctionnelle, avec une disparition des hippocarnivores, donc des animaux carnivores, mais dont la viande ne constituait pas forcément la majorité du régime alimentaire, alors que dans le même temps, c'est surtout ce qui a étonné Werder-Lin, dans le même temps, les petits carnivores ne sont pas atteints par cet effet à la même période. Donc, ce qui, d'une part, pour lui, exclut les phénomènes climatiques comme phénomène explicatif de
baisse de la richesse spécifique et de la richesse fonctionnelle des grands carnivores. Et puis, il y a également un phénomène connu qui est que quand on élimine les grands carnivores, il y a ce qu'on appelle un relâchement des mésoprédateurs qui fait que les carnivores plus petits ont tendance à se développer. C'est ce qu'on a pu observer en Amérique du Nord, par exemple, où quand on élimine le loup, il y a un développement des coyotes. Et quand on remet du loup, les coyotes sont moins nombreux, mais les renards augmentent. Il y a des effets de cascade entre les différents carnivores. Donc, pour lui, pour Verderlin, éventuellement, cette diminution de la richesse spécifique et de la richesse fonctionnelle des grands carnivores serait liée donc à l'émergence d'Homo erectus et à l'intégration du genre Homo dans la niche des carnivores. Donc déjà une compétition qui s'affirmait il y a fort longtemps, il y a plusieurs millions d'années. Mais malgré tout, il apparaît que le tournant des relations entre les grands carnivores et les humains, c'est celui de la domestication animale, mais également de l'agriculture, puisque les deux vont de pair. Donc pour donner une certaine échelle, donc les premières domestications des ongulés, il y a environ entre 10 500 et 11 000 ans avant aujourd'hui. Et puis le développement de cette domestication, avec relativement une période à peu près 1000 ans après la première domestication, on constate que la viande issue d'animaux domestiqués est supérieure à la viande issue de la chasse dans le régime alimentaire des humains du néolithique qui ont domestiqué les animaux. Donc petit à petit, ce processus de néolithisation, de domestication des animaux qui va de pair avec la pratique de l'agriculture, se développe. Une des conséquences de ce phénomène, ça va être une population humaine qui va être plus fertile. Et puis, je passe rapidement sur ces phénomènes qui sont complexes, mais finalement une population humaine dont la croissance n'a pas cessé depuis cette période de la domestication des animaux et des plantes. Et forcément, avec la domestication des animaux, c'est l'apparition, ou la transformation plutôt, en des animaux domestiques divers et nombreux, qui vont en quelque sorte se répandre sur l'ensemble de la planète. Donc, ces animaux domestiques, je qualifie de divers et nombreux, mais finalement, ils ne sont pas si nombreux que ça, les animaux à avoir domestiqués. Du moins pas très divers, mais par contre, leur nombre va rapidement croître sur l'ensemble de la planète. Et puis, ce processus de néolithisation, donc je présente ici le processus de néolithisation qui est parti du Moyen-Orient, mais il y a des processus de néolithisation qui sont partis de la Chine, des processus de néolithisation également en Amérique. Donc je présente ici celui qui a conduit à la répartition des animaux domestiques sur l'ensemble du continent européen très rapidement à partir du Moyen-Orient. Donc, ces changements de pratique, cette adoption de l'agriculture et de la domestication va entraîner une transformation très importante des milieux. Donc évidemment, c'est difficile d'avoir des données sur la transformation des milieux plus anciennes, mais ici, je présente, donc c'est des travaux de Pongratz où ils ont reconstitué les paysages en plusieurs endroits, et à partir de ça, ils ont élaboré un modèle qui permet de voir les surfaces de pâturage et de terres cultivées sur des cellules qu'ils ont déterminées auparavant. Et rapidement, entre l'année 800 et la période actuelle, le développement des pâturages et des terres cultivées sur l'ensemble de la planète a évidemment explosé avec des changements majeurs des milieux, des changements majeurs des écosystèmes. Et
ces changements majeurs des milieux s'accompagnent d'un bouleversement des communautés animales, puisque, donc pour prendre un état un peu hypothétique d'une division entre écosystème naturel, écosystème modifié et écosystème humain, avec un degré d'anthropisation de plus en plus fort, avec le changement des milieux qu'a impliqué le développement de l'agriculture et de la domestication. On a donc un bouleversement de ces communautés animales avec l'apparition, ou plutôt des changements de comportement liés au fait qu'il va y avoir des taxons anthropophobes, c'est-à-dire des animaux qui vont avoir tendance à rester à distance des communautés humaines et des écosystèmes transformés, que ce soit pour des raisons comportementales, pour des raisons de régime alimentaire. On va avoir des taxons anthropophiles qui vont avoir tendance à s'approcher des communautés humaines, à trouver leur nourriture dans ces écosystèmes qui ont été transformés par l'agriculture ou par l'élevage. Et puis des taxons commensaux, qui là vraiment vont être liés aux activités humaines, soit de manière optionnelle, c'est-à-dire qui vont se nourrir, qui vont avoir un régime alimentaire lié à la présence de l'humain, mais qui est optionnel, c'est-à-dire qu'ils peuvent également se nourrir ailleurs, soit des taxons commensaux stricts qui vont être liés entièrement à la présence de l'homme et qui seront absents en cas d'absence de l'homme. C'est notamment le cas de la souris et du rat. Donc ce qu'on peut déjà distinguer d'une certaine manière dans ces graphiques qui ont été élaborés par Jean-Denis Vigne, eh bien, c'est que parmi les prédateurs, que j'ai entourés en rouge, les grands prédateurs, parce qu'ici on a des prédateurs, mais ce sont des petits prédateurs, parmi les grands prédateurs, eh bien, certains vont avoir tendance à être plutôt anthropophobes, le lynx notamment, l'ours un peu moins, on y reviendra plus tard, tandis que certains vont plutôt s'avérer anthropophiles, notamment le loup. Et on verra que ces comportements peuvent fortement influencer les relations que ces animaux vont avoir avec les humains. Et ensuite, dernier élément de ce bouleversement des communautés animales, c'est que, avec la domestication des animaux, eh bien, des animaux vont être transportés sur de très grandes distances et s'insérer dans les communautés animales présentes en d'autres lieux. C'est notamment le mouton et la chèvre qui ont été domestiqués au Moyen-Orient et qui sont maintenant à peu près sur tous les continents. Également, c'est le cas du cochon. Donc là, pour l'Europe, il n'y a pas eu forcément un transport sur une longue distance, puisque même si au départ on a eu des cochons qui venaient du Moyen-Orient, ils ont par la suite été remplacés par ceux européens. Bref, ce bouleversement des communautés animales se fait aussi dans la mesure où des animaux domestiques vont se retrouver présents dans des écosystèmes dont ils étaient absents avant la domestication animale. Et d'une certaine manière, j'ai voulu étendre un petit peu ce schéma. À l'heure actuelle, on a plutôt des écosystèmes fortement modifiés avec un gradient jusqu'à des écosystèmes humains. Et au final, on a une présence de ces animaux domestiques sur de très grandes zones. Je pense que c'est notamment valable pour l'Europe, qui vont des écosystèmes humains pour l'élevage intensif à proximité à des écosystèmes modifiés pour de l'élevage extensif qui se fait dans des zones aujourd'hui que certains ont tendance à considérer comme sauvages, qui peuvent être les montagnes dans les Alpes, dans les Pyrénées par exemple, où on a des animaux domestiques qui sont présents dans l'ensemble de ces zones. Et du coup, en replaçant les grands carnivores sur ce schéma, on se rend compte que ce bouleversement des communautés animales amène à mettre en présence des animaux domestiques avec des animaux domestiques, des ongulés domestiques, donc la proie favorite des grands carnivores, avec des grands carnivores dans des écosystèmes communs. Autre changement majeur lié à la domestication animale, cette fois, c'est un bouleversement
pour les sociétés qui pratiquent cette domestication animale, un bouleversement de nos relations aux animaux. Donc ces bouleversements sont nombreux. Pour les archéozoologues comme Jean-Denis Vigne ou François Popelin, la mise en captivité d'une petite population ne constitue pas une innovation technique chez l'humain, mais plutôt correspond à un changement d'échelle et un changement de paradigme, puisque des humains qui certainement déjà pratiquaient l'apprivoisement d'animaux vont s'arroger le droit de mettre sous leur contrôle d'autres animaux, donc pas seulement apprivoiser, mais avoir sous leur contrôle des populations d'animaux, s'en rendre maître et donc supérieur. Cela aurait eu une incidence majeure sur le changement d'une conception horizontale à une conception verticale du monde, ce qui fait dire à certains archéozoologues, notamment François Popelin, que l'apparition de divinités situées au-dessus de l'homme serait liée à la domestication des animaux, notamment au fait de devoir mettre à mort des animaux familiers, donc qui vivent dans la maison, mise à mort qui serait injustifiable, sauf à la justifier par une offrande à une entité supérieure. Pour Ingold, la domestication fait passer d'une relation de confiance avec les animaux à une relation de domination. Pour lui, le chasseur va prendre soin de l'animal qui va lui rendre l'appareil et se laisser prendre. D'une certaine manière, l'animal va se sacrifier pour le chasseur, mais l'animal garde son autonomie. Il peut choisir ou non de se sacrifier. Alors que l'éleveur, lui, va prendre soin de ses animaux, mais les animaux ne vont pas forcément prendre soin de l'éleveur, puisque l'animal n'a pas l'autonomie qui lui permet de lui rendre l'appareil. L'éleveur est alors protecteur, gardien, mais aussi exécuteur. Il sacrifie les animaux, mais ce ne sont pas les animaux qui se sacrifient pour lui. C'est pourquoi, toujours pour Ingold, l'éleveur doit imposer sa domination par la force, via un ensemble de techniques liées au fouet, à l'éperon, au harnais, aux entraves, ou via la manipulation. Donc c'est notamment les ogics qui sont beaucoup utilisés dans les Balkans. J'ai pu voir ça dans les pays des Balkans, où on utilise un bélier castré, apprivoisé, qui va mener l'ensemble du troupeau, ce qui leur permet de mener les troupeaux dans ces pays sans avoir de chien de conduite. Donc, pour Ingold, cette domination entraîne un rapport similaire entre l'homme et l'animal domestiqué à celui entre maître et esclave. Il compare d'ailleurs cet ogic à l'eunuque, puisqu'il a une fonction à peu près similaire. Mais malgré ce changement de rapport qui passe de la confiance à la domination, il y a malgré tout une reconnaissance de la nature sociale, même si elle est hiérarchique, de la relation, avec un être qui reste sensible et capable d'autonomie, mais cette autonomie, dans la domestication, est à contraindre. Donc, cette transition de la confiance à la domination, pour Ingold, n'est pas un désengagement, mais un changement des termes de l'engagement, puisque humains et animaux continuent d'interagir comme centre d'intention et d'action. Donc, au terme de ce trop rapide aperçu des influences de la domestication sur nos relations avec les animaux, quel impact cette phase de domestication a eu sur nos relations avec les grands carnivores? Donc on est toujours dans cette vision de la relation homme-grand carnivore comme une compétition entre humains et grands carnivores. Donc s'il y a un phénomène qui a perduré et qu'on voyait déjà du temps d'Homo erectus, ce sont les attaques des grands carnivores sur les humains. Donc effectivement, ces attaques, elles existent. Il y a certains chercheurs qui ont essayé de les recenser au niveau mondial. Ici, on a des données pour l'ensemble du XXe siècle. Donc ce sont des données que ces auteurs considèrent comme confirmées. Donc on voit que, même si les chiffres ne sont pas non plus extraordinaires, on voit tout de même qu'il y a régulièrement des attaques sur les humains et le tigre remportant notamment la palme sur ce sujet.
avec presque 13 000 attaques, donc 13 000 personnes tuées, donc certainement encore plus d'attaques puisque les personnes blessées ne sont pas recensées. Donc, une des caractéristiques qui persistent des grands carnivores, c'est quand même leur capacité à tuer des humains via l'équipement qu'ils ont, et même pour certaines espèces, à considérer l'humain comme une proie potentielle. Et à ce sujet, plus proche de nous d'une certaine manière, il y a également les ouvrages de Jean-Marc Morisseau qui a fait un travail de recension des humains tués par les loups en France, dans le détail, via notamment les actes d'état civil. Et on voit qu'on est dans des amplitudes de l'ordre de... sur les données recueillies, de l'ordre de 4 000 à 5 000 morts sur l'ensemble Moyen-Âge, période moderne. Et ce que Jean-Marc Morisseau extrapole en disant qu'on ne retrouve qu'un faible pourcentage de ces données. Quoi qu'il en soit, les grands carnivores, ce sont des animaux capables de tuer les humains pour la plupart d'entre eux. Et c'est une donnée qu'il faut continuer à prendre en compte. Mais avec la domestication, ce qui apparaît bien entendu dans le cadre de cette compétition avec les humains, ce sont les attaques du bétail, qui sont une des sources majeures de conflits entre les humains et les grands carnivores. Et il est vraisemblable que ce conflit est arrivé assez tôt. Et d'une certaine manière, on peut le détecter avec le phénomène de la domestication du chien, puisque, j'en ai pas encore parlé, j'ai parlé de la domestication des animaux, beaucoup de la domestication des ongulés, mais le premier animal à avoir été domestiqué, c'est le loup. Donc un grand carnivore, premier animal à avoir été domestiqué, ce qui a donné le chien. On ne sait pas encore s'il y a eu une phase de commensalité entre humains et loups qui petit à petit a conduit à la construction d'une niche particulière de certains loups, qui aurait conduit à l'émergence par un phénomène d'évolution, à l'émergence de loups différents qui ne se seraient plus croisés ou plus rarement croisés avec les autres loups et qui auraient donné une population séparée, qui aurait conduit par une phase post-domesticatoire à l'émergence du chien. Donc, le début de la domestication du chien, le croisement des données génétiques et des données archéologiques laisse à penser que cette domestication aurait eu lieu entre 16 000 et 12 000 ans avant aujourd'hui. Et ce qu'on constate par les données génétiques, c'est qu'on a une phase d'hybridation importante entre les premiers chiens et les loups, phase d'hybridation qui va cesser aux alentours de 8 000 ans avant aujourd'hui, même si l'hybridation entre chiens et loups existe toujours, mais pas dans les proportions où elle pouvait exister à cette période. Et donc on suppose que cette séparation entre loups et chiens est une conséquence du début de la domestication du bétail, puisque le fait que les humains domestiquent les ongulés sauvages aurait fait qu'ils ne souhaitaient plus forcément avoir des grands carnivores à proximité de leurs habitations, et qu'on aurait donc un arrêt de cette hybridation récurrente entre loups et chiens. Donc les débuts du pastoralisme, pour ce qui est des loups, puisque ici je vais prendre notamment l'exemple du loup, les débuts du pastoralisme conduisent à une proximité difficile entre des humains qui ont des animaux domestiques et des loups qui chassent les animaux domestiques. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, on constate que les relations conflictuelles caractérisent souvent les relations conflictuelles entre humains et grands carnivores caractérisent souvent les sociétés agro-pastorales, par opposition aux sociétés de chasseurs-cueilleurs, mais qui sont plus très nombreuses. Et ce qui, malgré tout, il faut se méfier de pas. Toutes les sociétés agro-pastorales ne voient pas les grands prédateurs comme le mal incarné. Toutes les sociétés de chasseurs-cueilleurs n'idéalisent pas les grands prédateurs.
Quoi qu'il en soit, pendant une longue période, la faible pression humaine liée aux capacités d'adaptation du loup vont faire que la proximité entre humain et loup, même si elle n'est plus celle qu'elle était auparavant, puisqu'on constate qu'il ne se croise plus avec les chiens, va perdurer jusqu'à une période très récente dans la majeure partie de son aire de répartition. Mais avec l'agropastoralisme, je passe un peu rapidement là-dessus, apparaissent également des notions de domestique et de sauvage. Dans l'Antiquité romaine, on se situe ici sur la relation au loup dans nos contrées, en Europe occidentale. Avec l'Antiquité romaine, on a une division de l'espace qui va refléter la vision de l'environnement basée sur l'impact des activités humaines, avec le domus, l'ortus, la guerre, le saltus, la silva. Puis l'émergence des religions monothéistes avec un homme à l'image de Dieu et une nature soumise à son usage, avec l'instauration d'une séparation forte entre humain et nature, séparation renforcée lors de la période des Lumières, puis institutionnalisée au cœur même de la science. Et tout ceci fait que nos rapports avec des animaux comme les grands carnivores, mais notamment avec le loup, vont être particulièrement compliqués, puisque on distingue donc un monde domestique et un monde sauvage, et on est dans des périodes où la conservation des espèces ou de la biodiversité n'est pas vraiment une préoccupation. La nature sauvage est un espace à conquérir ou à contrôler pour pouvoir en tirer subsistance. Et parmi les animaux sauvages, donc les animaux sont avant tout considérés en fonction de leur utilité ou de leur nuisance par rapport aux activités humaines. Évidemment, dans ce cadre de pensée, le loup est considéré comme un animal nuisible qui est à contrôler, voire à éliminer. Et c'est bien ce qui va se passer dans de nombreuses zones, puisque ici on a la répartition historique de Canis lupus au sens large, sans tenir compte des sous-espèces, et puis la répartition actuelle, plutôt la répartition dans les années 70-80 ici, de Canis lupus, donc avec une diminution forte de l'aire de présence de cet animal. On arrive donc au troisième point, au troisième résultat de cette relation de compétition avec les humains, qui est la disparition ou la réduction des aires de répartition de nombreuses espèces de grands carnivores. Donc je donne ici l'exemple du tigre, avec en jaune la répartition historique et en jaune-marron la répartition actuelle. On a des phénomènes similaires sur le lion. Bref, certains auteurs ont tenté de recenser un petit peu l'ensemble de ces phénomènes. On a la répartition historique pour relativement peu d'espèces finalement, donc ça ne permet pas forcément d'évaluer toujours les conséquences de cette disparition des zones de présence. Mais on voit que pour plusieurs espèces, on arrive à des zones de présence qui sont aux alentours de 10% de la présence historique. Donc un impact fort des sociétés humaines sur les populations de grands prédateurs, comme résultat, entre autres, de cette compétition, mais aussi comme résultat des changements d'écosystèmes. Mais on assiste un peu à l'heure actuelle à ce que j'appelle le retour en grâce des fauves, puisque donc, fin 19e, début du 20e siècle, on a des phénomènes de désenchantement face à l'industrialisation, à la concentration des populations dans les villes, la naissance d'un attrait romantique pour la nature sauvage, puis également, petit à petit, une meilleure compréhension des relations entre espèces, le développement d'une vision écologique dans les sciences, qui montre que les animaux peuvent avoir un rôle écologique au-delà de leur impact sur les activités humaines, de leur impact direct. On a donc une transformation assez radicale de la vision de la nature dans une partie de la société occidentale et dans de nombreuses institutions liées à cette société occidentale, institutions qu'on va retrouver dans différents pays, pas forcément occidentaux. J'en donnerai l'exemple tout à l'heure avec l'Inde. Donc on a un domestique
qui était à protéger et un sauvage qui était à contrôler. Et petit à petit, on a un peu une inversion des valeurs, avec un domestique qui devient incontrôlé. Notamment, il y a tout un discours qui émerge à l'heure actuelle sur l'impact des animaux domestiques sur le climat, l'impact des animaux domestiques sur les écosystèmes, etc. On voit qu'il y a un discours émergent sur la nécessité du contrôle du domestique, et d'un autre côté, un discours émergent sur la nécessité de protection du sauvage. Et évidemment, les grands prédateurs, les grands carnivores sont souvent érigés en symbole de ce sauvage. C'est ce qu'on va appeler une des espèces parapluies, c'est-à-dire qu'on va protéger les grands prédateurs afin de protéger un ensemble écosystémique, puisque ces grands prédateurs ayant des surfaces occupant des surfaces importantes, en protégeant ces grands prédateurs, on considère qu'on va protéger ces grandes surfaces. Et également un rôle d'espèce phare, puisque c'est plus facile de mobiliser les dons pour les tigres ou les lions que pour des animaux moins emblématiques. Et puis on a également le développement d'une dichotomie entre artificiel et naturel, avec une association du naturel à la pureté, une vision positive du naturel, et une association de l'artificiel à la pollution par les activités humaines. Et tout ceci influence beaucoup l'émergence d'un mouvement important par rapport à la relation entre humains et grands prédateurs, qui est l'émergence de la conservation. Des mouvements de la conservation, de la biologie de la conservation, d'associations de conservation et d'organisations non gouvernementales de conservation. Mais disons que les phénomènes qui en cours, eux, n'ont pas forcément changé. On continue d'avoir une expansion démographique humaine, on continue d'avoir une altération et une fragmentation des habitats. Mais parallèlement, on observe aussi dans un certain nombre de zones, notamment en Europe, un exode rural et une déprise agricole, la multiplication de lois de protection de la nature, et notamment de lois qui protègent les grands prédateurs. Et finalement, en Europe, en Europe et en Amérique du Nord, on assiste à un retour des prédateurs, à une reconquête, entre guillemets, des territoires qu'ils occupaient auparavant. Et ce retour des prédateurs se fait dans des espaces multi-usages, ce qui entraîne une certaine forme d'intensification des conflits entre les humains et les grands prédateurs, avec des ours dans les décharges, des léopards qui rentrent jusque dans les plus grandes villes d'Inde, des loups qui attaquent les animaux domestiques, des loups qui attaquent les chiens de chasse, des manifestations anti-ours, des manifestations anti-loups. On a une intensification de ces conflits. Et finalement, face à ça, on se rend compte que les recherches sur les grands prédateurs, sur les grands carnivores et la gestion des grands carnivores est liée souvent à des actes de purification, c'est-à-dire qu'on associe les grands carnivores à la nature, aux sauvages, et des actes de désengagement, puisque, notamment via la protection stricte, on n'interagit plus avec ces grands prédateurs. Donc, si on pouvait avoir un rejet du sauvage hors de la cité pour protéger les humains, on arrive aujourd'hui plutôt à un rejet des humains hors des aires protégées pour protéger le sauvage. Et par sauvage, il est facile de remplacer les grands carnivores. Donc on rejetait les grands carnivores autrefois, et maintenant on a tendance à rejeter les humains des lieux de présence des grands carnivores pour protéger ces grands carnivores. Donc on observe des modes de gestion fondés sur le désengagement, sur la séparation entre nature et culture, entre domestique et sauvage, et sur une incompatibilité entre activité humaine et grands prédateurs. Finalement, on assiste un peu à une politique territoriale de la séparation et de l'exclusion mutuelle, via notamment quatre techniques de mise en œuvre de cette séparation et de cette exclusion mutuelle, qui vont être la protection stricte des espèces, la création d'aires protégées, le zonage et la translocation.
Alors un article particulièrement intéressant de Sunetro Gosal sur l'Inde a mis en évidence notamment ce phénomène de purification par rapport à la protection des grands félins en Inde. Donc tout d'abord, il a montré que la conservation, donc par une analyse du discours de la conservation au travers des publications scientifiques, il a montré notamment que la conservation était considérée, était conceptualisée comme une activité purement ou tout du moins majoritairement biologique. C'est-à-dire que dans la conservation, il y a une certaine absence des sciences sociales. C'est en train de changer assez rapidement. Mais pas forcément pour l'Inde en tout cas. Que les recherches sur les grands félins en Inde se faisaient très majoritairement dans les aires protégées, et que finalement, dans le discours de ces recherches en conservation, les grands félins qui se trouvent en dehors des aires protégées sont perçus soit comme un signe de dégradation des aires protégées, donc les personnes travaillant dans la conservation s'inquiètent de voir des grands félins en dehors des aires protégées, et en outre, ils vont considérer ces individus ou ces populations en dehors des aires protégées comme des populations puits. Donc au sens écologique, c'est-à-dire que la reproduction va permettre dans les aires protégées d'avoir une population source, et puis ces animaux qui se reproduisent au sein des aires protégées, les individus qui en émergent vont les se faire tuer en dehors des aires protégées. Donc les populations en dehors des aires protégées seraient un puits qui consomme la production des populations dans les aires protégées. Donc finalement, tout ce discours fait émerger une conception de la part de la conservation des grands félins en Inde, selon laquelle les grands félins ne peuvent et ne doivent vivre que dans des espaces purs et inviolés, que sont les aires protégées, que ce serait leur place correcte dans une géographie morale. Mais finalement, on se rend compte en analysant, du moins les auteurs se sont rendus compte en analysant le discours de la conservation, que cette notion que les humains et les grands félins ne peuvent coexister que dans les aires protégées est basée sur un modèle conceptuel complètement auto-entretenu par ses propres affirmations et pas sur des évidences, puisque de toute façon, il n'y a pas ou très peu d'études en dehors des aires protégées. Donc il montre ainsi comment le discours de la conservation attribue une certaine place aux grands félins en Inde, place dont ils ont beaucoup de mal à sortir, et place qui n'est pas le résultat de recherche, mais le résultat d'une certaine idéologie de la place des grands félins en Inde. Donc c'est pour ça que je parlais de ce changement dans les institutions qu'on retrouve pas seulement dans l'ère occidentale, mais également dans d'autres pays, puisque les institutions en Inde sont également liées à ces changements de pensée. Et c'est d'autant plus étonnant qu'on puisse avoir cela en Inde, puisque s'il y a bien un pays où les grands félins vont eux-mêmes montrer qu'ils sont en interaction et qu'ils vont notamment ne pas tenir cette place qu'on veut leur attribuer, c'est bien l'Inde. En Inde, on observe de la présence de léopards jusqu'à quasiment 5 individus sur 100 km² dans des zones de densité humaine importante, avec plus de 300 habitants par km², en l'absence de toute proie sauvage et de végétation dite naturelle, dans des paysages de culture où les léopards vont surtout se nourrir de chiens et de chèvres de temps en temps. Et puis, si on suit un peu ça, eh ben, régulièrement, on voit dans la presse indienne des léopards qui s'introduisent ici dans une école. C'est arrivé il y a une semaine, je crois. Donc il n'y avait pas d'enfants dans l'école, mais le léopard s'est attaqué à des agents forestiers qui étaient venus pour le capturer. Et donc c'était à Bangalore, 8,5 millions d'habitants. Ici, dans un village où, encore une fois, un léopard s'est attaqué à un garde forestier venu le capturer. Et ici, c'est le Sanjay Gandhi National Park, qui est donc cerné par Bombay. Bombay, 6e plus grande agglomération du monde,
avec des léopards qui circulent. Donc, finalement, on a d'une part ce discours qui est fortement influencé par une certaine vision de la nature et de la place des grands carnivores. Et puis, on a également un certain nombre de limites liées au fait d'envisager de manière spatiale nos relations avec les grands prédateurs et surtout de manière exclusive, en considérant qu'on est fait pour vivre les uns loin des autres et pas sur les mêmes zones. Tout d'abord, il y a des limites liées aux aires protégées. Il y a les limites liées à toutes les aires protégées qui sont qu'est-ce qu'on fait les populations humaines qui vivent dans ces aires protégées. En Inde, notamment, il y a des aires protégées dont on a exclu les populations pour protéger les tigres. On a ensuite des restrictions d'usage et des effets sur les perceptions des populations locales qui finalement vont plus conduire à des conflits, à une intensification des conflits avec les grands prédateurs. Et puis on a une limite qui est liée à la surface des aires d'activité des grands prédateurs, qui fait que pour avoir une population viable au sein d'une aire protégée, eh bien, il faut des aires protégées de très grande taille, notamment pour certaines espèces. Puisqu'il y a un lien entre la superficie des aires protégées et la densité des grands prédateurs qu'on peut mettre dedans. Et puis on a également un effet bordure, c'est un peu cet effet puits dont je parlais juste avant, pour les populations animales considérées, puisque les conflits peuvent potentiellement augmenter aux alentours des parcs des aires protégées, ce qui peut conduire à l'élimination des grands prédateurs. Un certain corollaire aux aires protégées, ça va être le zonage. Donc évidemment, le zonage, c'est-à-dire que sur certaines zones, on va considérer que l'animal est protégé, et sur d'autres zones, on va considérer qu'il peut être soit tiré, soit déplacé. Donc les avantages au niveau de ces techniques, ça va être une concentration des ressources et des coûts dans des zones délimitées, puisqu'on va par exemple rembourser les dégâts au bétail ou avoir des mesures de gestion. On simplifie les procédures de gestion, dedans on ne touche pas, dehors on tue. Et puis ça donne une certaine prévisibilité pour les acteurs locaux si ils savent que dans la zone où ils sont, eh bien, soit les grands prédateurs seront automatiquement éliminés s'ils sont aperçus, soit à l'inverse, ils devront faire avec. Les inconvénients sont nombreux. Évidemment, on a une forme d'injustice envers ceux qui sont dans la zone de protection, et puis une augmentation des conflits dans cette zone. Alors sans qu'il y ait forcément, il n'y a pas de zonage en France, mais on observe que la grande concentration des loups dans les Alpes provoque des conflits assez importants, et puis un sentiment d'injustice de la part des personnes présentes dans les zones à loups, notamment des éleveurs, qui ont l'impression que les politiques de gestion sont menées par des gens qui sont en dehors des zones de présence des loups. Voilà. Et puis une concentration des populations de prédateurs dans une zone peut aussi entraîner des conflits nouveaux avec les chasseurs, par exemple, si les prédateurs sont tous au même endroit, puisque les proies peuvent partir de cette zone. Parallèlement donc à cette idée de zonage, eh bien, il va y avoir une autre technique qui va être la translocation, c'est-à-dire quand un animal pose problème quelque part, on le capture et on le remet ailleurs. Et ça, c'est vraiment, d'une certaine manière, ça ignore un peu l'agentivité des animaux, puisque on va constater que du moins à des distances qui ne sont pas si courtes que ça, une majorité d'animaux que l'on déplace vont revenir de là où ils viennent. Donc c'est d'une part un coût important pour un résultat relativement décevant, et même potentiellement une augmentation forte des conflits. Ici, on revient au léopard en Inde, où en fait il y a eu une campagne de translocation de léopards à problème, et une fois qu'on les a déplacés dans un nouvel endroit, soit ils sont revenus,
soit dans l'endroit où ils ont été déplacés, ils ont causé plus de problèmes que là où ils étaient avant. Et quand je parle de problèmes, c'est des attaques sur les humains. Donc, c'est vraiment la translocation ignore l'agentivité des animaux, leur individualité, les comportements individuels, et finalement, en général, déplace les problèmes. Puisque, évidemment, la translocation, c'est considérer qu'il y a des endroits pour les prédateurs et des endroits qui ne sont pas faits pour eux, et déplacer les prédateurs dans des endroits qu'on croit être faits pour eux, alors que, finalement, ils vont également causer des problèmes dans ces endroits. Mais, d'une certaine manière, cette vision un peu séparée, elle n'est pas seulement l'effet d'institutions, puisque certaines études, ici une étude en Suède, ont montré qu'il y avait, sur des scores d'attitude, donc qui vont de négatif à positif, ont montré que plus on s'éloignait des zones de présence des prédateurs, et plus l'attitude envers les prédateurs était positive. Donc on est dans un phénomène de ce qu'on appelle, pas dans mon jardin, le NIMBY, Not in my backyard, où quand on voit les prédateurs de loin, ben, c'est des animaux emblématiques, etc. Mais quand on vit à proximité, ben, l'attitude devient beaucoup moins positive. Donc, par rapport à tous cette gestion des grands prédateurs basée sur un désengagement, sur une séparation entre les grands prédateurs et les populations humaines, je vais tenter rapidement de donner quelques récits d'engagement où, d'une certaine manière, ces récits montrent qu'on doit interagir avec les grands prédateurs pour pouvoir coexister. Et ces récits viennent pour partie du Kyrgyzstan, où j'étais parti étudier donc, les dimensions interactives et dynamiques d'une relation continue entre humains et loups. Donc, pour donner quelques éléments de contexte, le Kyrgyzstan, c'est à peu près 5 millions d'habitants et à peu près 4000 loups. Il n'y a pas vraiment d'études sérieuses. Sur une surface de 200 000 km², donc c'est à peu près la Suisse. Une population qui reste rurale à plus de 60%. Des territoires et des paysages qui sont partagés entre les humains et les loups, puisqu'on a 47% du territoire du Kyrgyzstan qui est en pâturage permanent, donc utilisé par les pasteurs transhumants. Et on a un paysage ouvert qui favorise les observations mutuelles et les interactions, puisque le Kyrgyzstan, c'est moins de 5% de forêt sur l'ensemble de la surface. Et des ressources également partagées, puisque les Kirghizes sont donc majoritairement éleveurs, mais ils sont également chasseurs. Et donc gibier et bétail constituent des ressources partagées entre humains et loups. On a également un contexte culturel particulier, avec un fond altaïque animiste chez les Kirghizes, qui les amène à considérer les animaux comme intelligents, conscients et doués d'intentionnalité. Et on observe une frontière relativement perméable entre homme et animal. Les animaux ne sont donc pas considérés comme des objets passifs, mais bien des sujets avec lesquels les humains interagissent. Et parmi ces animaux, le loup est considéré comme un animal particulièrement intelligent, qui va réfléchir et qui, contrairement aux animaux, planifie ses actions. Et en outre, son mode de vie, pour les Kirghizes, apparaît relativement similaire au mode de vie des humains, puisqu'il prend notamment soin de ses louveteaux, et il est bon chasseur, ce qui fait que les Kirghizes vont avoir tendance à s'identifier au loup qu'ils considèrent plus ou moins comme un alter ego. Mais le fait de considérer le loup comme un alter ego, ce n'est pas uniquement une conséquence d'un contexte culturel particulier, puisque c'est lié à la construction des savoirs en interaction avec les loups. On a des savoirs qui apparaissent indissociables des interactions, puisque si on prend notre point de départ, qui est dans un contexte culturel particulier, le fait que les pasteurs kirghizes considèrent le loup comme un alter ego va avoir des influences notoires sur leurs pratiques de chasse et d'élevage. Et ces pratiques de chasse et d'élevage vont les amener à observer les loups, à interagir avec eux,
mais également, en conséquence, à avoir une influence sur les comportements des loups. Et tout ceci, ils vont l'observer, et finalement, les pratiques de chasse et d'élevage vont constituer un terrain d'expérimentation interactive qui va amener à considérer le loup comme un alter ego. Je vais prendre un exemple qui est lié à un des modes de chasse des loups pratiqués par les Kirghizes, qui est de capturer les louveteaux au terrier. Or, comme ils considèrent le loup comme un animal doué d'intentionnalité et particulièrement intelligent, ils considèrent que le loup se venge quand on capture ces louveteaux. En conséquence, s'ils veulent capturer les louveteaux au terrier, ils vont rester auprès du terrier pour pouvoir tuer les parents, puisque si on ne tue pas les parents et qu'on tue les louveteaux, les parents risquent de se venger. Et par cette pratique particulière et le fait d'attendre que les parents retournent au terrier, ils sont amenés à observer les comportements familiaux des loups, à observer la manière dont les loups s'occupent de leurs petits, ce qui les amène en partie à considérer le loup comme un alter ego. Donc, les pratiques de chasse et d'élevage constituent ici le terrain d'expérimentation interactive qui amène les Kirghizes à considérer cet animal comme un alter ego. Par ailleurs, avec la chute de l'Union soviétique, on va pouvoir observer encore un autre phénomène, puisqu'on peut dire que les comportements des loups ici influencent les pratiques humaines, qui en retour influencent également les comportements des loups. Mais ces relations apparaissent également dynamiques, puisque donc, suite à la chute de l'URSS, le Kyrgyzstan étant une ancienne république soviétique, on va avoir d'une part la fin des chasseurs professionnels, puis également la reprise des fusils au berger, puisque les fusils appartenaient à l'État, une diminution de la présence humaine sur les hauts pâturages, parce qu'on n'avait plus les moyens de ravitailler ces zones, ce qui va entraîner une baisse de la pression de chasse, une impossibilité d'effrayer les loups par les tirs, qui va avoir comme conséquence des loups qui sont moins peureux. Et par ailleurs, on a donc, parallèlement à cette diminution de la présence humaine sur les hauts pâturages, une diminution de la présence du bétail sur les hauts pâturages en hiver, et une diminution de la distance entre hivernage et estivage, puisque les éleveurs ont moins de moyens de se déplacer qu'auparavant. Donc on a un déplacement du bétail autour des villages. La conséquence de ces deux phénomènes concomitants, c'est que les loups vont de plus en plus s'approcher des villages, vont attaquer plus souvent le bétail et sont vus attaquer de jour. Donc les Kirghizes considèrent que les loups sont devenus des animaux incontrôlables. Donc, d'une part, il y a des perceptions qui sont liées aux interactions et au savoir éco-éthologique. On a des relations dynamiques qui amènent à de nombreuses interactions et à une forme de réciprocité. Mais la perte du contrôle des loups, notamment puisqu'ils n'ont plus de fusil et les humains occupent moins d'espace, le territoire des humains s'est réduit. Cette perte de contrôle amène à une perte de réciprocité et un déséquilibre des relations. Et finalement, les loups qui étaient des ennemis respectables à contrôler sont devenus des envahisseurs qui menacent le capital des Kirghizes, leurs moutons, et qui sont à éliminer. Donc on voit ici que la perte de réciprocité entraîne un changement de perception de l'animal. Autre exemple, c'est ici dans une approche comparative en Macédoine, j'ai voulu étudier l'influence des comportements spécifiques de 3 grands prédateurs, les ours, les loups et les lynx, sur les perceptions et les savoirs des populations des montagnes de Char, à l'ouest de la Macédoine. Et j'ai donc interviewé des éleveurs et des chasseurs sur leur savoir, leurs interactions et leurs relations avec ces 3 animaux. Donc on est dans un contexte ici qui est différent. On a une population qui est évaluée entre 300 et 1000 loups, ça varie beaucoup ces derniers temps. On a 2 millions d'habitants sur 25 000 km², donc on a un peu moins de la moitié de la population du Kyrgyzstan, mais sur un peu plus d'un tiers, un peu plus d'un dixième, pardon, de la surface du Kyrgyzstan, donc une densité de population plus importante. On a un pays montagneux, encore une fois, mais dont seulement 25% du territoire est constitué de pâturages permanents. On a en revanche beaucoup de forêts. On a une population qui est rurale à moins de 30%. On a
finalement relativement peu d'éleveurs. La Macédoine a subi un exode rural forcé assez important. Et on a, chose assez rare en Europe, 3 espèces de prédateurs en sympatrie dans les montagnes de Char, donc 3 espèces de prédateurs qui vivent dans les mêmes paysages, dans ces montagnes, des paysages donc qui mêlent forêt et pâturage. Et en fait, suite à ce travail, j'ai pu dégager un certain nombre de variables qui vont conditionner les modalités des relations entre les humains et les grands prédateurs. Donc évidemment, première variable, la nature des interactions, c'est-à-dire qu'entre voir, pour un chasseur, apercevoir un lynx au fond de la forêt, ça n'a pas la même conséquence au niveau nature des interactions que l'éleveur qui voit une dizaine de brebis égorgées par les loups. Mais également la fréquence et le lieu des interactions va avoir une influence. Donc si les prédateurs sont fréquemment aperçus, cela va développer les savoirs que les chasseurs et les éleveurs vont avoir sur ces animaux, mais aussi va d'une certaine manière inquiéter sur cette fréquence d'interaction. Mais le lieu donc également de ces interactions a une influence. Le lynx, par exemple, est considéré comme un animal qui vit au fond des forêts, qui est reclus au fond de la forêt, qui chasse majoritairement chevreuils et chamois, même si de temps en temps, il peut attaquer un mouton à la lisière de la forêt. L'ours va avoir un comportement différent, tel que perçu par les éleveurs et les chasseurs de Macédoine. Ça reste un animal également forestier, mais parfois il vient tout de même sur le saltus pour s'attaquer au bétail, ou parfois pour pâturer en compagnie des vaches. Et en plus, il s'aventure également sur la guerre et sur l'ortus, soit pour manger du maïs, soit pour manger des fruits, sachant également que dans les montagnes de Macédoine, il y a beaucoup de vergers abandonnés. En revanche, le loup reste l'animal qui dépasse les frontières, encore une fois. Certes, c'est un animal qui sait se réfugier au fond de la forêt pour chasser des animaux sauvages, mais il vient fréquemment sur le saltus pour s'attaquer aux animaux domestiques, aussi bien les moutons aussi bien les ovins que les bovins. Et puis surtout, le loup, c'est l'animal qui est aperçu parfois en hiver au cœur des villages, qui vient s'attaquer aux chiens dans les hivers particulièrement rudes. Donc il ne respecte aucune des frontières établies par l'humain. Mais ce qui apparaît important dans les modalités de relation entre l'homme et ces 3 grands prédateurs, c'est finalement la possibilité de contrôle de la relation qui distingue beaucoup ces 3 prédateurs et la relation qu'ils ont avec les humains. L'ours est un animal solitaire, donc pour les villageois, c'est un animal qui est individualisable. C'est un animal territorial, donc ils vont le considérer comme localisable, on sait où est l'ours. Et puis, il vit longtemps et se reproduit peu, donc on sait où est l'ours, on sait qui c'est, et d'une certaine manière, c'est à peu près toujours le même. Il apparaît donc comme relativement contrôlable. Le loup, en revanche, est perçu comme un animal toujours en mouvement, donc difficilement localisable. Il vit en meute, donc il n'est pas individualisable. Et puis, il est très difficile à chasser, très difficile à tromper, et il se reproduit beaucoup. Autrement dit, le loup apparaît comme un animal incontrôlable. Le lynx, lui, vit en forêt profonde et il est très rarement aperçu. Il est également perçu comme un animal incontrôlable. Mais en fait, ces 3 variables, nature des interactions, fréquence et lieu des interactions et possibilité de contrôle de la relation, permettent d'établir un certain degré de réciprocité de la relation entre les humains et ces 3 grands prédateurs en Macédoine. On a pour l'ours un animal individualisé et associé à un territoire, avec des attaques rares sur le bétail et dues à un individu au comportement particulier, que l'on peut contrôler. Il suffit d'abattre cet individu et il y aura un contrôle de ce comportement considéré comme déviant. Donc la réciprocité est possible.
Pour le loup, on va avoir des dégâts importants, un non-respect des frontières et des normes humaines, une chasse qui est autorisée en Macédoine, mais qui est très difficile. Donc finalement, on ne parvient pas à assurer une réciprocité avec cet animal. Quant au lynx, le contrôle est difficile puisque c'est un animal qu'on aperçoit peu, mais finalement son incidence apparaît relativement nulle, donc la réciprocité est assurée par sa rareté. Donc, au terme de ces récits, à la fois une contextualisation de nos relations d'une manière générale avec les grands prédateurs, le récit de modes de gestion basés sur le désengagement et sur la purification de ces grands prédateurs comme êtres de nature. Finalement, une question qui m'apparaît par rapport aux cosmopolitiques de la territorialité, c'est de coexister ou de vivre séparés avec ces grands prédateurs. Puisque d'une certaine manière, peut-être plus souvent que pour d'autres animaux, j'en suis pas certain, il y a des grands herbivores qui posent également beaucoup de problèmes et qui sont menacés. Les tentatives apparaissent assez nombreuses de mettre les grands prédateurs à part, que ce soit pour nous protéger d'eux ou pour les protéger de nous. Mais seulement, ils sont souvent les premiers à nous rappeler qu'ils existent, qu'ils agissent et qu'ils interagissent, à venir là où on ne les attend pas, à franchir les frontières et à sortir des territoires qu'on tente de leur imposer. On l'a vu tout à l'heure avec les léopards. D'où finalement les échecs d'une approche uniquement spatiale des grands carnivores, approche spatiale qui voudrait séparer les humains des grands carnivores. Puisque, pour revenir à la citation que je donnais au début, étendre la bienveillance et la philanthropia aux grands prédateurs, d'une certaine manière, impliquerait de parvenir à coexister avec eux, sauf à tendre vers des eaux du troisième type, qui était décrit par Worsch et Pelos en 1992, comme étant la transformation du monde rural en France comme une forme de zoo où on irait voir en spectateur les animaux sauvages qu'on y a mis, parfois et souvent au détriment des populations locales. Donc ces zoos du troisième type, là, qui seraient soit nos anciens espaces ruraux abandonnés, soit, a fortiori, des pays lointains que l'on croit sauvages. C'est-à-dire que, pour revenir à cette étude qui montre qu'on aime bien les grands prédateurs quand ils sont loin, eh bien, on aurait tendance à ne pas coexister avec les grands prédateurs, mais se satisfaire de voir à la télé les lions d'Afrique et les tigres d'Asie, sans pouvoir nous-mêmes assurer une coexistence avec les grands prédateurs. Or, il me semble que les pratiques, les savoirs et les perceptions des Kirghizes et des Macédoniens dans leur relation avec les grands prédateurs montrent que le maintien ou le rétablissement de la réciprocité apparaît comme un élément primordial qui permet la coexistence entre humains et grands prédateurs. D'une certaine manière, cette réciprocité correspond à un ajustement entre l'impact lié à la prédation, l'impact qui peut être multiple, écologique, économique, social, psychologique, matériel. Donc ajuster cet impact et la possibilité d'exercer un contrôle sur la prédation et sur les prédateurs. Donc la réciprocité, la réciprocité avec ces animaux, elle passe par la protection des humains, des troupeaux, le maintien à distance physique, donc une distance physique mais aussi relationnelle de ces grands prédateurs, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de les maintenir à distance loin de nous, mais de faire en sorte qu'ils se comportent correctement par rapport à nous. Et obtenir ce comportement correct, entre guillemets, qui permet le maintien d'une relation équilibrée, ça passe parfois, et j'ai envie de dire ça passe souvent et ça passe presque toujours, par des moyens létaux. C'est-à-dire que le contrôle passe par la chasse de ces grands prédateurs, qui permet de maintenir une certaine distance chez ces grands prédateurs, de leur signifier que l'humain reste un animal dangereux pour eux, qui impose une certaine forme de relation. Donc maintenir la réciprocité, ça nécessite donc d'interagir avec ces animaux,
que ce soit via la chasse ou via d'autres pratiques. Et le fait d'interagir, ça permet à ces interactions de devenir des sources de savoir, de savoir-faire et de savoir-être avec ces animaux, donc de coexister avec ces animaux. Et ces savoir-être, ils ne sont pas seulement le fait des humains, mais aussi le fait des grands prédateurs. Et c'est ce que certains auteurs ont qualifié de landscape of coexistence, puisqu'ils ont étudié un petit peu la manière dont les prédateurs, les grands carnivores, qui sont des animaux habitués à être au sommet de la chaîne alimentaire et qui donc n'ont pas eux-mêmes de prédateurs, eh bien, dans la coexistence avec l'homme, ils passent au second rang. Donc ils passent d'animaux jamais menacés, jamais chassés, à des animaux potentiellement menacés, ce qui a une influence sur un certain nombre de leurs comportements, que je ne détaillerai pas ici. Mais donc cette étude en Afrique a permis de décrire les comportements différents de ces espèces de grands prédateurs en fonction du risque lié à la mortalité causée par les humains, selon si ce risque est élevé ou s'il est faible. Donc, la coexistence avec les prédateurs, elle n'apparaît ni comme une donnée ni comme un état, mais comme un processus dynamique d'ajustement des comportements. Et dans ce cas, coexister avec ces grands prédateurs nécessite d'habiter le monde, au sens du dwelling d'Ingold, et d'interagir avec ces éléments. Or, la protection stricte des prédateurs et leur cantonnement dans des aires protégées font de l'homme finalement juste un visiteur de ces eaux du troisième type, et non plus un habitant qui interagit avec son environnement. Donc finalement, la question, ce n'est pas vraiment de savoir où on met les grands fauves, mais plutôt de savoir si on fait avec ou sans, puisque ça peut être aussi un choix des sociétés de faire sans grands prédateurs, mais en acceptant le cosmopolitisme de cette idée, c'est-à-dire que si on décide de faire sans les grands prédateurs, on accepte que les autres fassent également sans les grands prédateurs. Et si on décide de faire avec, la question c'est de comment on fait avec les grands prédateurs. Et ça, c'est une question qui ne peut pas avoir de réponse définitive, puisque ces animaux changent de comportement au fur et à mesure de nos changements de pratique. Donc je voulais terminer sur cette phrase tirée de Forbes, d'un chapitre de Forbes dans un livre de Knight et White, que je trouve assez stimulante, puisqu'il dit « Relationships are as fundamental as places and things. Conservationists made a strategic error in assuming that our work is more a legal act than a cultural act, in assuming that we can protect land from people through laws as opposed to with people through relationship. » Donc, c'est une idée de la protection qui passe par les relations et non pas par l'imposition de lois, puisque les lois codifient les valeurs mais ne les créent pas. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci pour cet exposé qui suscite très nombreuses questions. Et la première qui me vient à l'esprit, et qui fait référence à la dernière partie de l'exposé, c'est celle de la continuité historique. Finalement, l'exemple de la Macédoine et l'exemple du Kyrgyzstan montrent comment, même s'il y a eu des transformations, par exemple, dans l'accessibilité des armes à feu qui a conduit à ce que le taux de prélèvement des loups a baissé, etc. Néanmoins, la relation entre un système technique agropastoral et des populations de loups s'est maintenue sans grande perturbation sur une durée de temps assez longue. Dans d'autres conditions, qui sont celles alors plutôt de la France par exemple, cette relation a été brisée, puisque le système agropastoral s'est développé indépendamment du loup pendant plus d'un siècle, et que la relation
qui existe, du type de celle qui existe, vous avez décrit au Kyrgyzstan et en Macédoine, a disparu. Alors la question qui se pose, c'est, et c'était évoqué brièvement dans un des derniers tableaux, c'est comment est-ce que, symétriquement, les populations animales perdent l'habitude, en quelque sorte, de la forme d'interaction spécifique qu'ils ont développée au fil du temps avec les populations humaines. Ce n'est pas uniquement, effectivement, les humains qui sont responsables de cette, vous avez appelé hein, une rupture dans la réciprocité. C'est aussi, d'une certaine façon, les animaux qui, n'ayant plus le même type d'interaction avec les humains, peuvent éventuellement transformer leur comportement. Et ce qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, c'est le cas de l'Inde, la translocation des léopards. Dans certains cas, vous avez dit, lorsqu'on fait une translocation de léopards dans d'autres régions, en fait, ils deviennent beaucoup plus agressifs que dans la région ancienne. C'est donc qu'ils perdent eux aussi un certain type, on peut le supposer, en tout cas, c'est l'inférence que je fais, je voulais savoir si c'est une inférence qui est, que l'on peut légitimement faire. Ils perdent aussi le type d'interaction qu'ils avaient avec un certain type de population, avec un certain type de système technique, etc., lorsqu'ils sont déplacés dans un autre endroit. Et évidemment, à ce moment-là, ils n'ont plus le type de comportement. Il y a quand même une grande amplitude chez les prédateurs carnivores dans l'éthogramme, hein, en fonction des conditions qui leur sont faites. Et donc c'est une question qui est compliquée parce qu'il faut à la fois, la dernière citation est excellente et en fait, je reviendrai là-dessus plus tard, bien sûr, ce que l'on cherche à préserver dans des espaces naturels, ce n'est pas des espaces, ce n'est pas des populations, c'est des interactions entre des populations, c'est donc des formes de relations, non seulement entre des populations animales, non seulement des rapports entre des populations animales et des populations végétales, enfin disons la science des écosystèmes, mais c'est aussi des relations entre des humains et des non-humains qui, au fil du temps, avaient été parvenus à un certain degré d'équilibre. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque, après une certaine rupture, au fond, ni les humains ni les populations animales ne sont plus adaptées les unes aux autres, ou ont perdu en tout cas l'habitude du rapport des unes avec les autres. Et c'est des choses qui peuvent aller assez vite, puisque en France, ça s'est passé au fond pendant la période d'un siècle. Une chose qui me frappe toujours, par exemple, c'est que la Slovénie, qui nous fournit des ours dans les Pyrénées, a une population d'ours relativement importante, avec un système agropastoral qui ressemble assez à celui finalement des Pyrénées. L'ours ne pose pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a une continuité dans l'interaction entre ce système agropastoral et les ours qui s'est perdue en France. Voilà, donc c'est le premier type de question. Comment lorsqu'il y a continuité historique, à la fois retransformer le système socio-technique et culturel humain pour retrouver le type d'interaction qui existait auparavant, mais en même temps, comment faire face à des transformations aussi dans les comportements des populations de prédateurs. Oui, effectivement, enfin, l'exemple de la France est assez marquant pour ça. Cette transformation, elle se fait du côté des humains de manière forcée, avec des systèmes qui sont du coup extrêmement perturbés, avec des éleveurs déjà en peine à qui on impose des conditions de travail plus difficiles et un surplus de travail surtout difficilement supportable. Et de manière surprenante, et on voit une fois de plus une forme de purification du loup dans sa gestion, notamment au moment de son retour, puisqu'il n'y a pas d'action sur le loup. C'est seulement récemment qu'on commence à avoir l'autorisation de tir de défense, etc. Mais au départ, ça a été protection stricte du loup, et puis on agit sur le système d'élevage. Et le résultat, c'est que finalement, pendant quasiment 20 ans, on a des loups qui ont attaqué les troupeaux, et à qui on a dit il n'y a pas de problème. Puisque pas de tir, pas de conséquences, personne qui les chasse. Donc ça fait 20 ans qu'on leur dit les troupeaux, c'est une source de nourriture facilement accessible.
et qui n'entraîne aucune conséquence. Et je pense que ça, déjà, c'est peut-être un changement de comportement par rapport à celui que les loups pouvaient adopter en Italie, où ils sont strictement protégés, mais braconnés aussi. Ils arrivent en France et ils ont accès à une ressource libre, en quelque sorte, puisqu'il y a vraiment une absence d'action sur l'animal en lui-même. Donc qui est signe du même phénomène qu'on observe en Inde, où on ne touche pas à l'animal. Toutes les actions sont centrées sur les pratiques d'élevage, avec tout le poids que ça constitue pour ceux qui sont obligés de transformer leurs pratiques et qui ne voient pas les résultats arriver. Dans les Alpes-Maritimes, les éleveurs ont adopté les chiens de protection, ils ont adopté la contention nocturne, des bouleversements de pratiques assez importants. Et les résultats ne sont pas venus. Les attaques dans les Alpes-Maritimes restent énormes. Enfin, c'est plusieurs milliers de têtes chaque année, malgré les pratiques qui ont été mises en place. Et on voit qu'au moment où ces pratiques ont été mises en place, il y a eu une baisse des attaques, mais que rapidement après, les loups ont trouvé la faille dans le système. Notamment, il y a eu la mise en place de la contention nocturne, qui est donc les pratiques de protection, ça a été la contention nocturne, l'adoption de chiens de protection, avec tous les problèmes que ça pose. On met les moutons dans un enclos. Voilà, ils ne sont pas en couchade libre. Et voilà, donc face à cette contention nocturne, aujourd'hui, dans les Alpes-Maritimes, on a un très grand nombre d'attaques qui se déroulent le jour. Donc les loups ont changé leur comportement et ils attaquent désormais de jour. Et j'ai également eu des récits d'éleveurs ou de bergers des Alpes-Maritimes qui disent les procédures de tir donc qui sont acceptées par l'État, qui va envoyer des gardes pour tirer les loups s'il y a un grand nombre d'attaques sur un troupeau. Donc il y a des chasseurs qui viennent auprès du troupeau en cas d'attaque. Il n'y a plus un loup. Les chasseurs repartent, le loup attaque le lendemain. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui avait changé, qu'il y avait des présences qui étaient... Donc, d'une certaine manière, les stratégies de gestion du conflit homme-prédateur comme celle-là prennent les loups pour des imbéciles. C'est ça, oui, exactement. Alors que les éleveurs seront les premiers à dire que les loups sont des animaux particulièrement intelligents, donc que tout ça ne suffit pas. Oui. Et pour revenir aussi au cas du léopard, le problème de la translocation dans ces cas-là, c'est aussi qu'on met des léopards dans des endroits où il y a déjà des léopards. Donc ils arrivent dans des endroits avec des léopards installés, qui ont déjà leur territoire, et c'est extrêmement perturbant pour ces animaux qui vont se reporter qui vont avoir des comportements perturbés et qui vont éventuellement se reporter sur des animaux domestiques et sur des humains. Pour l'Inde, il y a une très belle monographie anthropologique de Anu Jalé qui s'appelle Forest of Tigers, qui est l'étude de la réserve des Sundarbans dans le sud, dans le golfe du Bengale, qui justement présente un cas difficile de purification, mais avec néanmoins des gens qui vivent. Et c'est donc une très belle étude de la façon dont cette communauté, c'est donc une forêt de mangroves. Les tigres ont parfaitement appris à nager en se déplaçant entre les îles. Et cette population qui vit dans cette zone qui est devenue une zone protégée a dû s'habituer à un taux de densité de tigres qui était absolument considérable par rapport à ce qui était l'habitude. Et c'est une magnifique et très très fine ethnographie des rapports entre précisément la population locale, les autorités du parc, les éthologues et les tigres. Je voudrais vous poser la question. Alors, il y a une autre partie de l'Europe où il y a beaucoup de loups, mais dont on parle beaucoup moins, c'est l'Espagne et le Portugal, puisqu'il y a ces loups qui, évidemment, sont arrivés en France depuis l'Italie, qui se répandent jusque dans les Pyrénées maintenant, sont distincts du stock de l'Espagne et du Portugal. Et c'est quelque chose dont on parle très peu. Quelles sont les techniques qui sont employées là pour
la coexistence pacifique ou pas entre le système agropastoral et puis les populations de loups. Mais là, effectivement, là, c'est difficile de parler de coexistence pacifique. C'est vrai qu'on a souvent tendance à voir la France comme le lieu où il y a beaucoup de conflits, mais les éleveurs, il y a aussi des manifestations d'éleveurs espagnols contre les loups, des manifestations d'éleveurs italiens. Aussi, il y a des phénomènes de braconnage qui peuvent exister. C'est aussi une manière... il y a une tendance à décrire les conflits uniquement en fonction des conflits visibles. Donc des gens qui manifestent, c'est un conflit visible, on dit c'est français, il râle après tout, et maintenant il râle après les loups. Il y a des pays où les conflits ne sont pas visibles, mais où on tue du loup. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les loups qui ont du mal à franchir les Pyrénées parce que le Pays basque espagnol, ça ne passe pas. Donc il n'y a aucune donnée là-dessus, mais il s'avère que ça ne passe pas. On ne sait pas pourquoi ça ne passe pas. Il y a des grandes chances que ce soit parce que les loups sont rapidement éliminés. Et puis en Espagne, le loup est chassé aussi. Au nord de je ne sais plus quel fleuve. La chasse au loup est autorisée. Donc il y a ce moyen d'assumer une certaine forme de réciprocité. Et puis évidemment, il y a l'ensemble des pratiques qui sont liées à la protection des troupeaux contre les prédateurs, avec l'utilisation de chiens de protection. Je ne connais pas très bien la situation en Espagne au niveau local. Après, il y a des publications sur les loups, mais les relations entre les humains et les loups en Espagne. Je sais qu'au Portugal, ça pose malgré tout des problèmes. Et j'avais vu une intervention d'une éleveuse portugaise à ce sujet. Je voudrais revenir sur la question de la territorialité. Vous avez bien montré que les territoires des prédateurs variaient considérablement et évidemment aussi le genre de proie auquel ils s'attaquaient. L'exemple de Macédoine est très intéressant puisqu'il y a un foyer partagé en quelque sorte, un habitat partagé au départ, mais ensuite les incursions à partir de ce foyer varient considérablement. Et au fond, la question que cela pose, c'est comment faire coïncider des territoires qui peuvent varier, qui sont des territoires, soit des terroirs, soit des territoires pastoraux, et des territoires de prédateurs qui eux-mêmes varient, puisqu'au fond, aucun de ces territoires ne coïncide véritablement. Et donc on est dans des situations où, par exemple, dans le cas de la guerre, effectivement, et encore plus de l'ortus, les humains ne sont pas habitués aux incursions de ces animaux parce que c'est le prolongement terminal, en quelque sorte, du territoire d'une espèce de prédateurs. Et donc on a des recouvrements entre des territoires dont les frontières sont extrêmement différentes. Et c'est pour ça que cette idée de la relation et de la multiplicité des relations est intéressante. Et je voudrais à ce propos citer un exemple, toujours pour la question des espaces protégés. Il y a en Amazonie équatorienne une communauté d'Amérindiens quichuaphones qui est assez connue, qui s'appelle Sarayaku, du nom du village sur lequel, qui est le village principal de cette communauté sur le fleuve Bobonassa, et qui ont proposé à Paris, lors de la COP21, un projet de protection. Mais alors c'est ancien, parce qu'ils en avaient déjà... Ils se font connaître depuis longtemps, il y a des ONG qui les appuient, etc. Et l'une des choses qu'ils proposaient précisément, c'est et ça m'intéresse parce que c'est aussi la position que j'ai défendue, notamment vis-à-vis de l'UNESCO, c'est de constituer, de créer des réserves naturelles qui ne soient pas fondées sur des territoires de population, mais sur des systèmes de relations entre humains et non-humains. Et c'est une proposition qu'ils ont faite, qui néanmoins se heurte toujours au fait qu'à un certain moment, les relations s'arrêtent, c'est-à-dire dans l'espace.
et qu'à un certain moment, il faut quand même en clore. C'est-à-dire que l'idée qu'on comprend tout à fait, qui me paraît la seule véritablement efficace, de faire cohabiter des espèces humaines et non humaines qui sont en compétition pour les mêmes ressources, ça ne peut pas marcher si on cantonne les unes et les autres dans des espaces différents, mais s'ils partagent les mêmes espèces, il y a un certain moment où la totalité du territoire concédé à l'Inde ne peut pas être étendue au-delà peut-être d'un certain périmètre. Et je pense à un animal qui est apparu dans certaines des statistiques que vous avez montrées, qui est le puma. Le puma, c'est un animal qu'on trouve depuis le nord de l'Amérique du Nord jusqu'au sud de l'Amérique du Sud. Il est quasiment aussi opportuniste et répandu que le renard en Europe. Il s'habitue à tous les types d'environnement. Il est aussi bien, c'est un animal à la fois de forêt tropicale, mais aussi qui se nourrit du bétail. C'est un animal qu'on trouve dans la banlieue de Los Angeles et qui mange les poubelles. C'est un animal extrêmement versatile et qui, lui, au fond, n'est pas, que je sache, il n'y a pas de réserve pour le puma parce qu'il est tellement, c'est comme faire une réserve pour le renard, il est tellement adapté à des formes de relations et à des types de territoires différents que ça n'aurait guère de sens, au fond, de l'isoler. Je ne pense pas qu'on ait jamais proposé de faire des zones de conservation du puma, pas plus qu'il y aurait des zones de conservation du renard, par exemple. Et ça, mais des espèces de ce type-là, je ne sais pas s'il y en a énormément. Mais je pense, en termes de comparaison, je penserais au léopard, qui est aussi, qu'on trouve en Afrique, qu'on trouve en Asie, qu'on trouve en Sibérie et qu'on trouve dans les forêts tropicales, et puis qui vit dans les banlieues en Inde. Donc, et ce phénomène, c'est vrai que je ne l'ai pas cité aussi ici, mais il y a aussi un certain nombre d'articles sur les prédateurs dans la cité, avec les ours noirs en Amérique qui s'approchent beaucoup des villes, et même les ours polaires aussi, où là, la relation avec l'ours polaire, c'est quand même une relation très particulière, puisque définitivement, on fait partie de son régime alimentaire. Et à ce sujet, il y a une étude assez intéressante qui a été faite en Norvège sur la perception des ours bruns en Norvège et la perception des ours polaires à Svalbard. Où en fait, ce qui est ressorti, c'est également Sumitro Gosal, celui qui a fait l'étude en Inde, qui a participé à cette étude. Il est apparu que la prédation, notamment sur l'humain, les cas d'attaque sur l'humain, sont tolérés à Svalbard parce que les populations qui habitent Svalbard, qui ne sont que des populations temporaires, il n'y a pas d'habitants à Svalbard, les gens y vont pour travailler, se considèrent comme étant sur le territoire de l'ours, alors qu'en Norvège, ils se considèrent chez eux et que les ours sont des intrus dans le domaine de l'humain. Je ne vais pas monopoliser la parole, je suis sûr qu'il y a des questions.